Bonjour tout le monde. Tout d'abord, je Oui, remercie bonjour. les organisateurs de ce forum. Je remercie aussi le CEDIF, donc, qui me donne l'opportunité d'échanger entre acteurs ici, mais j'imagine aussi de l'autre côté, sur ce sujet très important qui est la problématique de l'eau et de l'assainissement dans les pays en voie de développement. Donc, cette problématique, telle qu'elle est présentée, l'eau, l'accès à l'eau et à l'assainissement, un enjeu de développement à la portée de la diaspora. Donc ce sujet, il est capital parce qu'en fait, quand on regarde quelques chiffres qui sont très alarmants, on s'aperçoit que malgré le fait que l'eau potable soit reconnue comme un droit de l'homme depuis 2010, on s'aperçoit encore qu'il y a près de 2 milliards d'êtres humains et qui n'ont toujours pas accès à l'eau potable. Donc, vous voyez que c'est absolument important ce chiffre. Et quand on regarde, on dézoome un petit peu au niveau de l'Afrique, on s'aperçoit qu'en Afrique, le nombre de personnes utilisant de l'eau probablement contaminée, il augmente encore d'année en année. Donc, ce qui nous fait dire que ce sujet, aujourd'hui, on a l'occasion d'en échanger, de regarder ce que les uns et les autres ont déjà réalisé, éventuellement de s'inspirer, je dirais, de l'expérience des uns et des autres, et notamment de la diaspora. Donc, pour ce faire, autour de cette table ronde, nous avons quelques intervenants dont je passerai tout de suite la parole à Diarra, qui va se présenter et présenter le projet qu'il a déjà réalisé avec le Mali. Diarra, je te passe la parole. Oui, merci. Et merci à tous, merci à tous. Je me présente M. Diarra Marabata, né le 31 décembre 1956 à Sakaradi au Mali. Effectivement, sur le problème de l'eau et l'assainissement, nous, on a débuté avec les sèves depuis 2013 et 2014. Et on a pu quand même réaliser un château d'eau. On est dans un village qui a à peu près 600 habitants et plusieurs éleveurs qui sont autour de nous. Bon, l'histoire a débuté depuis les années 70-73. Nous étions dans un village actuellement qui a été ravagé par un incendie, par des poussières. Et arrivé maintenant à quitter dans ce village, aller à Amdalaï. Amdalaï, il n'y avait pas d'eau potable. Nous étions obligés d'aller dans les villages voisins et pour avoir nos besoins à l'eau potable. Et on partait de ce village de Amdalaï jusqu'à des villages voisins vers 20 heures. Et après, pour avoir au moins minimum 20 litres, il faut attendre jusqu'à vers 6 heures du matin. Et quand moi je suis arrivé en France maintenant avec ce phénomène de l'eau, qu'on n'en a pas, les puits sont creusés jusqu'à 30 à 40 mètres de hauteur, il n'y a pas d'eau. Et je me suis investi personnellement dans des pompes pour émerger. Ces pompes ont émergé avec un puits qu'on avait à 30 mètres de profondeur. La pompe n'a pas tenu à peu près 6 mois à 8 mois. Après avoir raconté maintenant la société Compagnie des eaux d'Île-de-France, nous avons pu réaliser nos rêves. Actuellement, la pompe, moi, je me suis investi en tant qu'exploitant privé et tout le monde est satisfait de cela. Depuis lors, depuis 2014 jusqu'à ce jour-là, les villageois et les nomades qui sont autour, leur bétail s'abreuve normalement et le village aussi en bénéficie de cette opportunité-là. Donc là, je me suis investi personnellement par mon fonds personnel et sans regret. Et jusqu'à là, je peux vous laisser là si vous avez d'autres questions à me poser. Mais je veux vous dire jusqu'à aujourd'hui, ce château d'eau marche à 100%. Je suis clair? C'est déjà le constat, c'est-à-dire que dans les années 70, vous avez évoqué dans cette problématique difficile de l'eau. Et d'ailleurs, si on regarde dans la plupart des pays d'Afrique, je pense que ce constat, il est partagé, notamment quand on va dans les milieux, en milieu rural. On le constate parce que vous savez très bien qu'en Afrique, il y a je dirais, un déséquilibre, c'est-à-dire que si on est en milieu urbain,
en général, on peut avoir accès à l'eau potable, mais dès qu'on s'éloigne du milieu urbain, on peut avoir ces difficultés. Et malheureusement, le périmètre rural, il est beaucoup plus important que le périmètre urbain. C'est pour ça que la problématique de l'eau, elle est aussi forte. Et Oui. donc, vous avez dit que vous êtes arrivé donc, en France et vous avez joué ce rôle de la diaspora, donc qui est vraiment au centre de ce sujet. Donc, en quelle année vous êtes arrivé et vos premiers contacts, vous avez contacté quelle structure pour commencer à travailler sur ce sujet? Bon, je suis arrivé en France le 20 décembre 1980. Bon, vers le 1980, et en commençant à faire les recettes, on a déjà commencé à faire des cotisations avec mes amis qui sont mes collègues ou mes frères qui sont là actuellement en France. On a d'abord commencé à cotiser une importante somme, ça fait à peu près environ dans les 600, enfin, l'euro et le franc maintenant se mélangent dans l'esprit. Mais à l'époque, nous avons cotisé chacun 3000 francs pour essayer de creuser un puits. Donc, on a creusé un puits au village d'Amdalaï qui n'avait pas vraiment du tout le moyen d'en avoir. Nous, on était au nombre de 3 personnes. Les années 80-82, on a pu avoir creusé un puits de 30 mètres de profondeur. Ce puits qui a été creusé, ça nous a un peu soulagé, mais l'eau ne revient pas aux besoins de tout le monde. Par exemple, l'eau potable pour les villageois, les besoins sont satisfaits. Mais les bétails, ça ne brève pas. Les bétails, on les conduit dans des villages voisins, dans les 8 à 7 kilomètres. Et il faut attendre aussi dans ces villages-là que leur propre bétail s'abreuve et nous, à sera notre tour. Bon, vers les années 82-83, bon, le puits qu'on avait qui était à 30 mètres, ça a été étari, il n'y avait plus d'eau. Bon, en 1995, j'étais comme agent de sécurité à Cergy-Pontoise. Il y avait une société qui vendait des pompes émergées. Je me suis dirigé vers eux et présenté mes doléances que nous, on a besoin de pompes émergées. On a des puits qui sont en profondeur de 30 à 35 mètres. Mais pour appuyer de l'eau avec les forces de nos bras, ce n'est pas possible parce qu'on a des centaines de bovins à les abreuver par jour. Donc, raison pour laquelle je demande d'avoir une pompe émergée. Donc, on m'a vendu une pompe avec un groupe électrogène de combien de kVA, je ne me souviens plus. Mais je l'ai envoyé au village par mes propres frères. À l'époque, c'est mon propre argent aussi que j'ai mis, sans passer par le village, sans passer par personne d'autre, ni d'association. J'ai payé par mes propres frais. C'était 20 000 francs à l'époque. Les 20 000 francs, je les ai envoyés au village. Et à l'époque, le chef de village, je l'ai appelé. Et bon, je viens d'envoyer une pompe émergée avec un groupe électrogène pour essayer d'aider mes parents qui sont là, qui souffrent de ces phénomènes d'eau. Et tout le monde était content. Mais par contre, la pompe, c'était très, très mal géré parce que les gens, ils ne connaissaient pas dessus. Bon, ils ont branché. Ça prenait du gasoil, je crois qu'ils ont mis de l'essence, ou ils ont mis du gasoil, ils ont mis l'essence. Ça n'a pas tenu, ça a tenu à peu près 6 mois. Et là, 6 mois maintenant, on est revenu en arrière, à la caisse de départ. On n'a toujours pas d'eau. Après, maintenant, on a continué comme ça, à creuser depuis un peu partout. On a reçu avec mes amis qui sont en France ici, on a fait des collectes aussi d'argent. Par nos propres salaires, hein, on a cotisé. Mais après, on a creusé un deuxième puits, troisième puits. Ça peut revenir à nos besoins. Bon, vers les années, vers 2013, 2012, 2013, bon, on a pu réaliser avec un forage. Ce forage, maintenant, bon, j'ai contacté, il y avait le jeune homme qui s'appelle Bernard Lepiva, la Société Sèvres, qui m'a beaucoup appuyé dessus, jusqu'à l'obtention d'avoir ces forages-là. Le forage a été réalisé et les fournitures, pompes solaires, panneaux solaires et ainsi de suite. Moi, je me suis engagé à ce temps-là pour dire que je financerai les matériels pour venir aux besoins du village. D'accord. Je te remercie pour cette explication très détaillée. En fait, ce que j'entends, c'est que je note deux sujets importants.
il y a un besoin d'ingénierie qui est capital et un besoin de financement. Je crois qu'on va essayer de traiter les deux. C'est-à-dire, dans un premier temps, si on commence par l'ingénierie, vous avez réalisé un certain nombre de puits et souvent, les puits n'ont pas tenu, soit parce que vous n'avez pas creusé assez profond, ou alors parce que peut-être le lieu, l'endroit choisi n'était pas bien. Alors, moi, je vais interroger Lise pour SEV. Vous avez dit comment vous accompagnez les associations telles que celles que, ou les projets tels que ceux que porte Diara, comment vous les accompagnez? Merci Blaise, bonjour à tous. Donc, je travaille pour l'association SEV, donc, qui existe depuis une dizaine d'années et qui travaille dans 5 pays d'Afrique, dont le Mali. Et donc, pour le cas particulier du Mali, nous sommes sollicités par pas mal d'associations de la diaspora qui veulent justement améliorer la situation de l'eau potable dans leur village, mais qui n'ont pas forcément les compétences techniques et les connaissances, ni les financements suffisants pour réaliser des projets de création d'adduction d'eau. Donc, le rôle de SEF, c'est de les accompagner dans un premier temps dans l'étude du projet. Donc, on étudie la situation du village, les besoins et la demande pour un futur service d'eau potable. Et ensuite, une fois que le dossier est monté, on passe à une phase de recherche de financement. Donc, on a plusieurs partenaires financiers, mais notamment le CEDIF qui soutient les projets de SEV dans la région de Caille au Mali depuis plus de 10 ans. Et donc, une fois qu'on a obtenu les financements, on passe à la phase de réalisation des projets avec des bureaux d'études locaux et des entreprises qui sont recrutées sur place. Et justement, je pense que cette question de l'ingénierie, elle est importante puisqu'on voit énormément d'associations de la diaspora qui investissent des montants très importants pour leur village, mais qui font pas forcément d'études techniques, qui font pas forcément d'études de dimensionnement des infrastructures. Et du coup, on peut se retrouver avec des infrastructures qui sont sous-dimensionnées ou qui sont mal dimensionnées et mal réalisées. Et du coup, ça peut créer un problème d'investissement d'argent qui n'est pas forcément viable. Et du coup, nous, Sèvres, on insiste beaucoup sur cette étude des besoins et aussi sur le travail sur la gestion des services. Comme l'a dit Marabata Diarra, ils avaient installé une pompe et un groupe électrogène, mais il n'y avait pas eu de formation sur l'utilisation du groupe électrogène et au bout de quelques mois, il est tombé en panne. Donc, c'est ce genre de choses qu'on veut éviter en travaillant sur l'organisation de la gestion, donc en désignant des personnes qui vont être responsables de la gestion quotidienne du service de l'eau. Donc, ça peut être soit un exploitant privé comme Marabata Diarra, qui va investir et prendre l'exploitation du service, et donc c'est lui qui va porter le risque si le service ne fonctionne pas. Et à l'inverse, s'il fonctionne bien, c'est lui qui va bénéficier des retombées économiques et qui va pouvoir aussi poursuivre le développement du service. L'autre modèle au Mali, en tout cas, ça peut être une association d'usagers de l'eau du village. Et donc là, ça va être plutôt un modèle associatif, mais on va quand même séparer les rôles entre la représentation des usagers et l'exploitation. Donc cette association d'usagers va embaucher du personnel d'exploitation qui va être formé dans le cadre des projets et qui va travailler quotidiennement pour la gestion du service. Voilà. Et donc c'est vrai que c'est... Ouais, non, mais merci. On peut même rentrer dans le détail parce que ça, c'est le point clé. On y arrive peut-être assez tôt dans nos échanges, puisqu'on s'est aperçu, hein, je ne me suis pas présenté aussi tout à l'heure, donc je suis président de l'association Élan. Et dans ce que Diarra a décrit, c'est un peu ce que j'ai vécu aussi, puisque l'impact de la diaspora sur ces projets, souvent quand on est né là-bas et qu'on a grandi là-bas dans des conditions difficile et qu'on a connu cette difficulté de l'eau. Et quand on arrive ici, effectivement, on porte différemment le projet. D'ailleurs, sa détermination à Diarra, il n'a jamais lâché depuis les années 70, il n'a pas lâché, il a poursuivi. C'est bien parce qu'il a vécu ces difficultés et qu'il retourne souvent et qu'il voit que les gens sont toujours dans les mêmes difficultés. Et là, quand on arrive ici, on a envie d'apporter notre pierre à l'édifice. Le problème, c'est que la diaspora en général, elle peut être réunie en association, elle peut avoir des groupes d'amis, mais souvent, ils vont faire des cotisations pour avoir, entre guillemets, un peu d'argent pour aller aider là-bas. Mais sauf que souvent, il y a une étape qui, quelquefois, peut être omise, c'est cette étape où on se rapproche des experts. Se rapprocher des experts, des associations comme CEV, ou alors des experts, des gens qui ont un peu de connaissances dans l'activité. C'est ce que nous avons fait, Élan,
depuis quelques années. Et d'ailleurs, Jérémy, je vais lui demander aussi de se présenter, puisque du coup, en allant chercher des personnes qui peuvent nous aider sur le terrain déjà à apporter le savoir-faire, à former les gens là-bas, en sorte que plus tard, ils se prennent eux-mêmes en main. Donc, Jérémy, je vais te demander donc de présenter un peu ce que tu fais aux côtés de Elan et de l'association de Tokem au Cameroun. D'accord. Merci Blaise. Bonjour à tous. Donc moi, c'est Jérémy Boec. Je suis coordinateur de programme eau, hygiène, assainissement et environnement. Je vis au Cameroun depuis 2015 et travaille avec l'association Elan depuis 2016. Donc effectivement, je crois que les problématiques ont bien été présentées. Si j'ai un petit retour d'expérience à faire, là où moi je trouve qu'il y a de l'importance, c'est d'abord dans la conception des projets. Je crois que Lise en a parlé, le fait d'étudier les besoins, les choses comme ça, mais surtout de concevoir ces projets avec les bénéficiaires, que ce soit les bénéficiaires directs qui sont les populations, mais surtout la collectivité qui a en général ce rôle délégué par l'État d'assurer les services de l'eau, mais qui dans les réalités n'a pas les moyens techniques et financiers de pouvoir bien le mettre en place. Si je peux revenir sur notre retour d'expérience, ça fait donc depuis 2005 qu'on travaille dans une commune d'à peu près 120 000 habitants dans l'ouest Cameroun. Lorsqu'on a débuté un programme d'accès à l'eau et à l'assainissement, il y avait à peine 5 à 10% maximum de la population qui avait accès à de l'eau potable. Et ce constat fait, nous avons conçu plusieurs projets en débutant par de l'expérience, vraiment des micro-projets très localisés pour faire des essais sur des systèmes de gestion, sur des ouvrages qui puissent être adaptés au contexte, c'est-à-dire des ouvrages fiables, robustes, simples, avec un coût d'exploitation adapté au contexte socio-économique local. Et puis ensuite, ces expériences fonctionnant correctement, on a augmenté ce choix. Ah, on vous a perdu. Oui, Jérémy, on ne t'entend pas, Jérémy. Il y a le son. On vous a perdu. Alors, je pense que Jérémy, il y a le problème de son il doit avoir un petit problème de son. Je ne sais pas si tout le monde m'entend. Oui, moi je vous Diarra, entends, Maravata Diarra. Élise, vous Moi m'entendez aussi. tout le monde. Donc, je pense que Jérémy doit avoir un petit problème de son. Le temps qu'il revienne vers nous, on va poursuivre un petit peu sur cet échange d'accompagnement technique. Et d'ailleurs, Lise, vous avez évoqué la mise en place d'un système de gestion, puisque la plus grosse difficulté, souvent, quand on accompagne ces projets, ce n'est pas tant seulement l'ingénierie ou le financement, c'est aussi mettre en place une structure de gestion qui puisse faire en sorte que le projet mis en place soit durable. Alors, ça consiste en quoi concrètement, aider à mettre en place un système de gestion, Lise? C'est vrai que c'est ce qu'on dit au village en général, c'est qu'il y a une phase importante de création du projet, de mobilisation des partenaires financiers et ensuite de réalisation des infrastructures. Mais ce qu'il ne faut pas sous-estimer, c'est que voilà, il suffit pas de réaliser un château d'eau pour que le service fonctionne. Donc ce qui est important, c'est de travailler sur la pérennité. Et je pense que pour des bailleurs comme le CEDIF, c'est aussi un point très important auquel ils vont vraiment porter attention dans l'évaluation des demandes de financement. Donc nous, on travaille sur la séparation des rôles en fait entre les usagers donc qui sont représentés par une association et l'exploitation du service donc qui va consister à gérer techniquement les infrastructures donc à faire que l'eau soit disponible aux différents points d'eau tous les jours et de manière continue
et la gestion financière, donc qui va consister à collecter les recettes du service, à payer les charges, donc les réparations, le salaire des personnels qui vont travailler pour la vente de l'eau et pour l'exploitation, à payer les différentes redevances, notamment aux collectivités locales, à l'association d'usagers pour qu'elle puisse fonctionner. Et dans le cadre du Mali, un point très important pour la pérennité des services, c'est un opérateur de suivi technique et financier donc, qui a été instauré par l'État malien et qui est délégué donc, à des opérateurs dans chaque région du Mali. Et cet opérateur va recevoir en fait une redevance sur chaque mètre cube d'eau vendu et va en contrepartie assurer un appui conseil permanent. Donc, ce sont des ingénieurs qui vont être disponibles en cas de panne ou en cas de problème, qui vont être disponibles pour conseiller les exploitants et qui, tous les 6 mois, vont assurer un audit technique et financier. Donc, ils vont venir au village vérifier le fonctionnement du service, les recettes, les dépenses, vérifier qu'il n'y a pas de problème dans la gestion et ensuite transmettre un audit donc, qui va être envoyé au maître d'ouvrage, à l'association d'usagers et à l'exploitant et qui va permettre tous les 6 mois d'avoir ce suivi du service et de vérifier qu'il fonctionne correctement. Donc ça, pour nous, c'est vraiment un des piliers de la durabilité des services. Et donc le service de Hamdallah qu'exploite Marabata Diarra a intégré ce dispositif de suivi technique et financier. Voilà. Et donc, il y a aussi, je pense, tout un volet aussi de formation, évidemment, des équipes d'exploitation, puisqu'on va être souvent dans des villages qui n'avaient pas d'adduction d'eau auparavant, donc où il n'y a pas forcément les compétences au niveau local pour assurer la gestion. Donc, dans le cadre de nos projets, on insiste beaucoup aussi sur la formation des équipes d'exploitation et sur cette gestion du service. Et dans le cadre d'une exploitation privée, donc comme celle de Marabata Diarra, l'avantage, c'est qu'il y a un opérateur qui va prendre un risque financier, donc en investissant par exemple sur une pompe ou sur des modules solaires. Et comme son argent est en jeu, il va être d'autant plus poussé à faire que le service fonctionne correctement et qu'il y ait des recettes qui rentrent pour pouvoir rentabiliser son investissement. Donc cette prise de risque et cet investissement, pour nous, c'est un point important aussi parce que ça permet d'avoir un opérateur qui est responsable et qui peut être mis en cause s'il y a un problème. Et la place de la collectivité là-bas, c'est-à-dire dans ces différents acteurs, c'est-à-dire il y a un acteur économique, il y a probablement une association, et j'imagine qu'il y a la collectivité aussi qui peut-être fait partie du projet. Quelle est la place de l'acteur, de la collectivité dans cette démarche? Oui, bien sûr. Du coup, les collectivités locales, donc au Mali, ce sont les communes qui sont maîtres d'ouvrage des services d'eau et d'assainissement. Donc, elles vont être associées dès le montage du projet. Souvent, elles sont déjà en relation avec l'association de la diaspora. Donc, ça peut être soit les communes, soit l'association de la diaspora qui vient à notre rencontre pour nous présenter leurs besoins. Et ensuite, on va associer les communes donc à la phase de montage des projets en les informant de la préparation du projet en cours, des différents partenaires qu'on souhaite mobiliser et en leur demandant leur soutien. Et ensuite, dans le cadre du projet, donc, il y a des conventions de partenariat qui sont signées entre les autorités locales, les bailleurs et SEV. Et ensuite, elles sont associées donc, tout au cours du projet dans la passation des marchés pour les travaux, notamment la réception des ouvrages et ensuite la délégation de services. Donc, les communes délèguent la gestion du service soit à un exploitant privé, soit à une association d'usagers de l'eau. Et ensuite reçoivent tous les 6 mois ces rapports d'audit, de suivi technique et financier, donc qui leur permettent de voir le fonctionnement des services. Même si au Mali, actuellement, les communes ont très peu de moyens financiers et techniques, donc elles n'ont pas forcément les moyens de se déplacer dans les villages pour assister aux restitutions des audits ou de vraiment contrôler les données de gestion, mais elles sont accompagnées tout au long du processus. Et c'est d'autant plus important pour nous de mettre en avant le rôle des communes par rapport aux associations de la diaspora, voilà, de leur dire que s'il n'y avait pas les communes, les partenaires financiers ne s'engageraient pas pour appuyer ces projets. Oui, absolument, puisque dans la plupart de villes, un peu comme ici, la compétence de l'eau, comme la compétence de l'assainissement d'ailleurs, souvent elle est du ressort de la commune. Et malheureusement, les communes, souvent là-bas, ont ces compétences, mais n'ont jamais les moyens en face. Donc, c'est pour ça qu'effectivement, le rôle que peut avoir la diaspora est un rôle important. Il y a aussi les associations locales. Je pense aux associations de femmes, souvent là-bas, qui se mobilisent aussi souvent pour donner un coup de main, quelquefois financier, ou même simplement des valorisations pour ce type de projet. Est-ce que c'est de la même façon que c'est organisé au Mali? Est-ce que, en dehors de vous, de la commune, des entreprises comme celle de Diarra, est-ce qu'il y a des associations locales
des associations locales qui s'investissent dans ce type de projet? Oui, il y en a. Donc elles sont identifiées dès le début des projets pour les associer. Je pense notamment sur toutes les phases de sensibilisation au paiement de l'eau, au transport et à la conservation de l'eau. Je sais que les associations de femmes ont un rôle important à jouer là-dedans. Dans tout ce qui va concerner aussi l'assainissement du milieu, les femmes ont souvent des groupes qui sont organisés pour nettoyer les rues ou pour collecter les déchets. Donc ça va être des associations locales sur lesquelles vont s'appuyer les projets. Après, je peux laisser Maravata Diarra me compléter sur le rôle des associations locales, parce que je pense qu'il va mieux connaître que moi. Oui. Diarra. Ok, merci beaucoup de me donner la parole. Ce qu'il venait de dire, c'est vraiment exact. Parce que au départ, l'association sur place, par exemple, il y a les femmes qui jouent un rôle très important là-dessus. Pour l'assainissement, et oui, ils jouent un rôle très important là-dessus. Bon, en ce qui concerne l'association du village sur place, donc nous, on n'en a pas cette opportunité, on n'a pas ça, mais on a un manque de moyens pour l'instant. Le château, l'eau, il est vraiment disponible, mais le problème est que moi, j'ai investi de mon propre fonds, mais le village actuellement a besoin de branchements privés pour avoir accès à l'eau. Parce que là, j'avais quand même eu, avec l'association de suivi, qui nous a au moins, créé 3 fontaines dans le village entier. 3 fontaines, c'est pas beaucoup, mais ce qui est rentable maintenant, c'est des branchements privés. Des branchements privés, je n'ai pas le moyen pour faire ça pour l'instant. Et pendant la saison d'hivernage, tout le monde sait très bien en Afrique, quand il pleut beaucoup, les gens n'ont pas besoin de prendre l'eau du robinet. Il y a des gens qui prennent de l'eau dans les étangs. Et puis, les animaux qui s'abreuvent, les bovins qui s'abreuvent, vers la saison d'hivernage, ils n'ont plus besoin. Et l'eau, j'ai juste intérêt pendant les 4 mois de la saison sèche. Par exemple, mois de décembre, janvier, février, jusqu'à mars. Là, il y a les pays voisins, il y a les villages voisins, les nomades qui viennent un peu partout, qui abreuvent leurs bovins et leurs moutons et tout ça. Mais après la saison sèche, l'hivernage arrive, le château, il est fermé. Les gens du village, bon, il y en a qui ont la flemme de se déplacer pour aller à une fontaine dans les 500 à 600 mètres. Or qu'ils partaient chercher de l'eau à 8 km, 7 km. Mais quand l'eau est déjà au village, ils veulent me pousser à faire le branchement privé. Donc, pour l'instant, je n'ai pas le moyen à ça. Mais au niveau de l'assainissement, maintenant, c'est à mes propres moyens aussi que je fournis des matériels et de nettoyer et tout ça moi-même. Jusqu'à l'année dernière. Bon, l'année dernière, j'ai arrêté ça parce que je suis arrivé. J'ai pris ma retraite, je suis arrivé à un moment donné, je ne peux plus investir mes propres fonds là-dessus. Mais pour le fonctionnement, ça marche très, très bien parce que les 3 fontaines, j'ai mis tout en chacun une personne, 2 femmes qui gèrent les fontaines pour le village et un jeune homme qui est mon petit frère qui gère pour les bovins qui est à 500 à 600 mètres du village. Voilà. Ils ont un petit salaire aussi, bon, pour les encourager à travailler, ils ont un petit salaire. Absolument. Non, mais c'est le rôle, en fait, le rôle des locaux, le rôle des gens qui ont, je dirais, qui vont bénéficier de ces dispositifs, il est capital. Moi, j'aperçois que Jérémy, il nous a rejoint. Je ne sais pas si Jérémy, tu nous entends? Je vous entends très bien, oui. Voilà, ouais. Donc, tu as été interrompu par un problème de connexion. Je vais peut-être te laisser poursuivre ta présentation, Jérémy. D'accord, merci Blaise. Donc tout à l'heure, je parlais du rôle important de la collectivité dans la conception et la réalisation du projet. Qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à ça? Donc, par rapport à un retour d'expérience qu'on a eu, donc comme je disais tout à l'heure, on a commencé des expériences en vers 2010-2012 et on a trouvé un système de gestion adapté au contexte. Je crois que CVS met en place le même type de système de gestion en dissociant donc
l'aspect représentativité des usagers par l'aspect plus professionnel, technique de l'exploitation et du fonctionnement des ouvrages. Et donc, grâce à ces expériences et donc ces réussites, on a réussi surtout à ce que la collectivité, donc la commune en fait, prennent l'accès à l'eau et à l'assainissement comme étant quelque chose de très important pour eux-mêmes politiquement, et donc nous ont beaucoup accompagnés dans les projets par des appuis techniques, mais aussi par des appuis financiers, c'est-à-dire des recherches de fonds au niveau local, puisque sur notre projet actuel, on a à peu près 45% des fonds, c'est-à-dire à peu près 400 000 euros, qui ont été mis à disposition par la collectivité sur un fonds national. Et donc, pour nous, cet engagement est très important. Maintenant, quel est l'enjeu dans tout ça? C'est aussi la viabilité technique et financière des systèmes, c'est-à-dire que les financements extérieurs, tels que ceux du CEDIF, qui nous ont permis depuis 2014 de mener à bien trois projets, que ces financements permettent de rendre les projets durables au niveau local. Et je crois que c'est là tout est l'enjeu. Trouver de l'argent quand on maîtrise les mécanismes de financement, c'est pas quelque chose d'impossible. Et je crois que la diaspora souvent se bloque par rapport à cet aspect financement. Je crois que surtout, c'est financer des actions, des investissements qui permettent une vraie durabilité, une vraie autonomie locale. C'est un réel enjeu. Ça veut dire amener notre technicité, mais surtout l'adapter au contexte et faire nos projets en concertation totale avec les bénéficiaires. Donc, c'est un engagement financier de par les bailleurs, c'est un engagement technique de par les associations qui mènent à bien ces projets, mais c'est aussi et surtout un engagement des populations et on veut dire des acteurs privés tels que les personnes, les exploitants des systèmes, hein, comme Diarra. Voilà, c'est là qu'est l'enjeu, et nous, de notre côté, on a quand même de bons résultats, et on espère pouvoir mettre en avant nos actions dans d'autres projets. Voilà, merci. Mais je te remercie, Jérémy. En fait, moi, j'ai noté, on n'a pas encore évoqué, mais depuis tout à l'heure, on parle un peu de financement. On a cité plusieurs fois le CEDIF. J'ai envie qu'on prenne quelques minutes pour parler un peu de financement, puisque ce qu'on dit souvent en Afrique, c'est que dès qu'on pose une question, c'est qu'on n'a pas l'argent pour réaliser. Si on dit, mais pourquoi vous n'avez pas de l'eau, pourquoi vous n'avez pas un puits, on va dire, on n'a pas d'argent. Bien souvent, ce que je dis, c'est que le problème prioritaire n'est pas d'abord l'argent. On a évoqué déjà le fait qu'il faut avoir un diagnostic. Il est où le besoin? À partir du moment où on a localisé le besoin, on peut construire les mécaniques pour arriver à la réalisation du besoin. Alors, pour réaliser ce besoin, on peut avoir besoin d'ingénierie, on peut avoir besoin de partenariat local ou partenariat extérieur. Pour réaliser aussi ce besoin, à la fin, on aura besoin d'argent. C'est-à-dire que finalement, l'argent n'est pas le premier élément qui arrive. Néanmoins, sans argent, on n'arrivera pas quand même à réaliser le projet. Ici, en France, il y a un certain nombre de dispositifs qui existent, des dispositifs d'aide pour ce type de projet. Il y a une pléthore. Mais il y a un dispositif qui est très, très reconnu, c'est le dispositif de la loi Oudin Santini, d'ailleurs, qui est président du CEDIF, on en a parlé un peu tout à l'heure. Donc, je souhaite que ce soit Jérémy ou que ce soit Sèvres, que vous nous dites un petit peu comment et vers qui vous vous tournez quand vous avez des projets que vous souhaitez soumettre aux bailleurs de fonds. C'est peut-être Lise, je commence par Lise. D'accord. Alors, nous, on sollicite donc effectivement des collectivités territoriales qui ont mis en place le 1% de la loi Oudin Santini. Donc, il y a notamment le CEDIF, il y a les agences de l'eau. Il y a des grosses métropoles comme la métropole Aix-Marseille, la métropole de Lyon, la métropole de Bordeaux. Et donc ça, ce sont les principaux contributeurs. Et donc à chaque fois qu'une collectivité finance un projet, l'agence de l'eau de son bassin peut cofinancer le projet. Donc ça, c'est un levier important aussi pour nos recherches de financement.
Et pour les associations de la diaspora qui ne passent pas par des opérateurs comme SEV ou comme d'autres associations, il y a des dispositifs aussi de financement des micro-projets. Donc, je pense au Praosim du Forum ou à l'Agence des micro-projets qui peuvent aussi contribuer au cofinancement de la diaspora. Bon, très bien. Et le problème, est-ce que ces différentes, je dirais ces différents bailleurs de fonds, quelquefois, ce qui bloque les petites associations, j'utilise le mot petite, mais en réalité, il n'y a pas de petites associations, puisque derrière chacune des associations, il y a des grandes actions. Donc, en fait, souvent, le problème de beaucoup d'associations, c'est le manque déjà de moyens, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de technicité pour aller rechercher ces subventions. Est-ce que les démarches pour bénéficier de ces subventions sont très lourdes, suivant qu'on soit vers l'un ou l'autre des bailleurs de fonds? Est-ce que c'est parce que c'est très difficile ou alors c'est véritablement une méconnaissance des pistes de financement Je pense qu'il y a un petit peu des deux. Il y a certains bailleurs qui ont des conditions assez compliquées, donc leurs financements sont plutôt réservés à des associations professionnelles, donc qui peuvent être en appui aux associations de la diaspora, mais les associations de la diaspora ne pourront pas prétendre directement à ces financements s'ils n'ont pas de salariés, par exemple. Et il y a d'autres financements qui sont réservés justement aux associations de la diaspora et où là, les dossiers vont être plus simples et plus accessibles pour ces associations. Il y a aussi certains acteurs qui peuvent appuyer ces associations de la diaspora dans le dépôt de demande de financement. Je pense au PSO, par exemple, qui va pouvoir appuyer les associations de la diaspora dans le montage de leurs projets et ensuite, si besoin, les orienter vers d'autres opérateurs. D'accord. Et Jérémy, j'imagine que c'est peut-être la même démarche du côté d'Élan. Je sais un petit peu, mais je te laisse un petit peu évoquer. Je sais qu'il y a aussi d'autres pistes, hein, d'autres leviers, qui sont des leviers privés complètement. C'est-à-dire que là, on est assez focalisé sur des subventions publiques, mais il me semble, hein, mais Jérémy, tu pourras aussi nous le dire, il doit y avoir des leviers d'entreprises privées. Oui, exactement, Blaise. Donc, nous, à Elan, les financements sur ces projets eau assainissement viennent en grande partie donc du 1% eau et assainissement, c'est-à-dire les collectivités, principalement le syndicat des eaux d'Île-de-France, mais aussi on passe par la coopération décentralisée, donc les jumelages entre communes ou départements qui permet d'obtenir des financements. Et puis, en dernier point, il y a les fondations privées, hein, les fondations d'entreprises type Veolia, Suez ou encore EDF, qui ont soit des fonds à disposition et ou des appuis techniques, par exemple pour les études de faisabilité des projets, ce que les bailleurs souvent ne financent pas ces études-là, mais ces fondations-là, je pense à Aquassistance, par exemple, qui est un grand acteur dans ce domaine-là, qui envoie des équipes sur le terrain mener les études et ensuite accompagne pour les financements. Donc, pour moi, il existe beaucoup de pistes. Je crois aussi que, j'en parlais tout à l'heure, la piste de financement local, national, est aussi à envisager pour les associations de la diaspora, le tout étant de se faire accompagner techniquement, que ce soit par des associations comme Elan ou que ce soit par des experts bénévoles pour mener pour concevoir un projet solide qui donne envie aux financeurs de mettre à disposition des fonds pour le projet. D'accord. Est-ce que du coup, là, on va un petit peu vers la fin de notre échange. On a essayé de balayer plusieurs pistes hein, aujourd'hui. Est-ce que vous pensez, vous avez d'autres éléments, d'autres idées à proposer qu'on n'aurait pas évoquées? Est-ce que Diarra, tu aurais d'autres éléments que tu souhaiterais évoquer avant qu'on arrive un peu vers la conclusion? Diarra, est-ce que tu nous entends? Ouais. Oui, allez-y. Ouais, je demandais si tu aurais d'autres éléments à compléter, puisqu'on tend vers la fin de notre échange, de notre table ronde. Bon, je n'ai pas d'autres éléments. Tout ce que j'ai à dire, seulement le projet, ça marche très bien avec moi actuellement. Mais je n'ai pas d'autres à compléter parce que ce que j'ai dit, on avait tout dit, c'est juste le problème de l'assainissement et le problème de branchement privé qui me manque actuellement. Mais sinon, ça marche très bien. Hein, je n'ai pas eu le regret.
Voilà, j'ai pas eu de regret là-dessus. Ça marche très bien. D'accord. Est-ce que Lise, Jérémy, vous avez d'autres éléments à compléter? Non, moi je voulais juste insister voilà, sur cette question de viabilité des services et de pérennité qui est très importante, je pense, et surtout pour des associations de la diaspora qui investissent des sommes assez importantes à travers leurs cotisations dans des projets d'accès à l'eau. Donc ça peut être parfois ne pas se précipiter et peut-être contacter des acteurs qui peuvent les appuyer ou vraiment étudier les besoins pour ensuite faire et la gestion des services pour faire un projet qui dure dans le temps et qui voilà, qui soit pas juste un achat sur le coup qui soit en panne quelques mois après. Alors, Jérémy, à toi, le mot de conclusion. Peut-être en dernier point, je crois qu'il est très important de mettre en avant cette diaspora qui mène beaucoup d'actions, de beaucoup communiquer sur ça. Alors, c'est l'objet de ce forum, mais c'est peut-être aussi l'occasion pour que les associations de diaspora se mettent ensemble pour bien communiquer. On voit ici Diarra, une personne de la diaspora qui est même devenue acteur économique dans sa localité pour un service essentiel qu'est l'accès à l'eau potable. Et je crois que le mettre en avant ces actions permettrait de faire un réel plaidoyer pour améliorer l'accès à l'eau et à l'assainissement en Afrique qui souffre tellement et qui a du mal à prendre pied. Merci à vous. Ce qu'on a essayé d'évoquer, c'est de montrer déjà que ce sujet, on a dit, hein, le thème était l'accès à l'eau et à l'assainissement, un enjeu de développement à la portée des diasporas. Donc, et à la portée, on a vu que c'est quand même pas si simple que cela, c'est-à-dire que à la portée parce qu'il y a des leviers, il y a des pistes, il y a des technicités, il y a des choses qui ont déjà été réalisées avec des résultats concrets parce que effectivement, comme Diarra, moi je suis né aussi dans un village où il n'y avait pas d'eau, c'est au Cameroun, dans l'ouest Cameroun, il n'y avait pas du tout d'eau potable. Au fil de l'eau, aujourd'hui on a de l'eau courante et grâce à cette eau, on peut avoir dans le même village une structure de tourisme équitable, on a une école qui fonctionne. Donc vous voyez, déjà au départ, pas d'eau. Ensuite, on a l'électricité. On a construit des sanitaires. On a construit un certain nombre de sanitaires écologiques. Donc, il y a eu tout un programme qui s'est développé, y compris même l'agriculture, puisque Diarra évoquait aussi l'élevage. Donc, tous ces éléments, on pourrait dire que c'est parti un peu de l'eau. La difficulté de l'eau, quelquefois, peut être une difficulté, la disponibilité de l'eau, mais ça peut être une difficulté de la technicité pour y arriver ou une difficulté financière. J'espère que cet échange a permis effectivement de balayer ces différents points. On ne peut pas être plus exhaustif, néanmoins, nos coordonnées pourront être communiquées pour qu'on puisse échanger pour aller au fond des choses et peut-être vous donner d'autres leviers qu'on aurait omis. Je vous remercie pour cet échange et je vous souhaite une bonne fin de journée. Au revoir. Merci, au revoir. Merci à tous, au revoir.